Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue à ce 9e podcast de la 2e saison des Dérangeants. Jean-Daniel, Noah et Étienne sont avec nous aujourd'hui. Considérez-vous comme salués. Bonjour. Salut Patrick. On va recevoir dans les prochaines minutes l'artiste, la chanteuse Andréane Amalette, qui a connu un immense succès avec la chanson Fou, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, qui a un peu transformé, je dirais, la manière de faire des artistes ici au Québec. On n'était pas habitué de voir des créateurs être également entrepreneurs, ce qu'Andréane fait avec brio, je dois le dire. On va avoir un débat également sur les fausses bonnes idées. Et pour inciter peut-être les gens à rester avec nous jusqu'à la fin du podcast, ça veut dire quoi, grosso modo, des fausses bonnes idées? Hey Patrick, là, moi j'ai une idée de fou pour toi. Tu vas devenir multimillionnaire. Là. Écoute, mon beau-frère a investi 100 000 $ là-dedans. Là. Faut vraiment que tu écoutes. Il faut que tu embarques. Ça, vous avez des pressions comme ça, tout le monde. Hein? Les parties de Noël, c'est une pépinière de fausses bonnes idées. Mais tout d'abord, on va débuter, évidemment, comme on le fait toujours, avec les coups de cœur et les coups de gueule. Je vais débuter avec toi, tiens, Noah. Regarde, Pat, moi, je suis une geek de l'espace depuis jeune âge et il y avait une annonce positive auprès du gouvernement du Canada la semaine dernière où on a annoncé que le Canada s'engage dans la mission lunaire de NASA. Alors, il va y avoir une Lunar Gateway où on va avoir littéralement une autoroute vers la Lune d'ici en 2040. Et l'Agence spatiale canadienne va contribuer avec le Canada et certains satellites avec une contribution de plus que 2 milliards $ sur les prochaines 20 ans. Alors, vu que ça m'intéresse l'espace et que Arch travaille avec l'agence spatiale, ça m'intéresse beaucoup et je vais suivre le projet pour les années à venir. Donc, c'est un petit coup de cœur intéressé, je te dirais. Oh oui, on dirait que oui. L'autoroute dans l'espace, c'est comme le jeu dans Mario Kart. Là, on va voir le tableau avec les étoiles. Oh, je vais rêver de ça. Un vrai coup de cœur et coup de pub. Jean-Daniel, toi? Moi, c'est un coup de gueule. Je pense qu'on a peut-être entendu parler un petit peu de la mine de lithium qui essaie de s'ouvrir en Abitibi-Témiscamingue, l'entreprise australienne. Mais aujourd'hui, on a appris que l'ancien directeur du BAP, finalement, est conseillé pour cette entreprise-là pour les aider à éviter de passer au BAP. Ah non! Qu'est-ce que le BAP? Le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Ça nous aide à contrôler des projets qui vont avoir un impact sur notre environnement. Et cette mine-là, qui est en ce moment en spéculation, est à 150 mètres de l'escale d'Amos, qui est considérée comme une des eaux les meilleures eaux au monde. Donc, en ce moment, on a quelqu'un qui était à la tête de cette organisation-là. Qui est devenu lobbyiste pour... Qui est lobbyiste, qui est un avocat, qui est en train d'aider cette entreprise-là à éviter toute notre protection environnementale. Pour moi, ça n'a aucun bon sens. Puis ça fait juste me donner encore plus de cynisme envers nos organisations publiques. Là. Mais écoute, ça n'a aucun bon sens. Je suis estomaqué, vraiment, vraiment. J'en reviens pas. Bon, Étienne. Mais moi, c'est un coup de cœur parce que, en fait... Ça va faire du bien. Mais comme certains auditeurs le savent peut-être, mon père est décédé d'une crise cardiaque. En fait, ça fait 7 ans déjà. Puis, j'ai décidé récemment de mettre l'épaule à la roue et dire, je suis entrepreneur, je suis capable de partir des projets, mais je vais le faire pour cette cause-là. Et donc, avec la Fondation des maladies du cœur, on a parti un tournoi de ping-pong parce que c'est connu que le tennis table, le ping-pong, est vraiment un sport qui aide et évite les maladies cardiovasculaires. Ah, wow. Et donc, restez à l'affût parce que 20 mai, début juin, on va annoncer avec la Fondation sur le site web ce tournoi de ping-pong qui va avoir lieu au profit, dans le fond, de la recherche pour les maladies cardiovasculaires. Avec Forrest Gump. Exact. Okay. Bravo. Bien, parfait. Merci beaucoup. Donc, au moins 2 coups de cœur, un coup de gueule. Ça part quand même positivement. C'est parfait. Ben ouais. Dans quelques instants, parlant de choses positives, les amis, on va recevoir Andréane Amalette. J'ai envie de dire la pétillante Andréane Amalette. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com.
Portée par le succès de sa chanson Fou, elle a réinventé les codes de la tournée québécoise, j'ai envie de dire, en amenant sa guitare là où les gens la demandaient, plutôt qu'en s'installant dans des salles de spectacle traditionnelles. Andréane Amalette, bienvenue dans Les Dérangeants. Merci tellement, je suis honorée. Eh bien, Mon Dieu, super on fait se aussi. sent privilégié. Le premier flash, la raison première pour laquelle tu as décidé, toi, de t'auto-gérer, c'est venu quand et pourquoi? Très bonne question. Je pense que ça a toujours été dans mes gènes, étrangement parce que j'étais une personne extrêmement gênée et pas fonceuse de ce que je croyais. Mais avec du recul, j'ai commencé comme ça, comme bien des artistes font, à plus petite échelle. J'avais produit mon premier album, j'avais vendu 200 copies au secondaire. Après ça, j'avais fait un EP, je bookais moi-même mes shows, je m'inscrivais à plusieurs concours. Puis est venu finalement le méga concours de Star Academy qui m'a fait signer avec une boîte de disques qu'on appelle 360. Et quand je l'ai quitté, je pense que je suis juste un peu retombée dans ce que j'avais commencé à faire à plus petite échelle, mais là, avec un fanbase beaucoup plus grand. Fait que je pense que c'était en moi. Puis même à l'époque où j'étais dans la boîte de disques, j'avais l'impression d'être un peu déjà entrepreneur. J'arrivais avec des plans de match, des idées. C'est moi qui ai choisi tout ce qui entourait l'album, bon, les chansons qui étaient dessus, mais le photographe aussi qui prenait les photos, le réalisateur. J'avais comme une micro-entreprise à l'intérieur de la boîte de disques. Une intrapreneur. Une intrapreneur, exactement. Ce qui était peut-être dérangeant. Oh! Mais souvent, j'ai l'impression qu'on a les artistes d'un côté, puis on les associe beaucoup moins avec le côté, justement, entrepreneurial. Oui, clairement. On a tendance à les croire très lunatiques, et c'est le cas. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose avec quoi il faut que je me batte, cette espèce de procrastination-là, ou cette façon parfois de partir dans l'une. On est tous un peu un TDA pas assumé. Je pense pas que je suis TDA, mais quand même, ce focus-là que ça demande d'être entrepreneur, il est pas particulièrement je te confirme toujours que non. évident. Le focus, c'est quand même un danger parce que tu sais, quand tu crées, t'as le focus de créer, t'es dans l'émotion, t'as le but d'avoir un produit final. Mais après ça, quand t'es le côté entrepreneur, la mise en marché, tout ça, ça peut prendre tellement de place et finalement remplacer le temps de création. Comment tu composes un peu dans cette dualité-là de création et distribution? Depuis que je fais tout toute seule, j'ai pas écrit de chanson. Ça fait 2 ans que j'ai écrit aucune chanson, alors que j'en faisais un minimum de 10 par année, ce qui me faisait une banque de chansons quand venait le temps d'en disquer. Donc là, je suis un peu dans la merde, sachant que je veux sortir quelque chose en 2020. T'as plus de produit, finalement. Le produit prend le bord un peu, c'est ça. Fait que c'est très difficile. Et je pense que ça prend le bord, entre autres, parce que moi, je trouve qu'il y a un côté extrêmement créatif au marketing, la façon d'aller rejoindre les fans, avec justement la tournée Feu de camp dont on va parler, j'imagine. Oui. Puis les shows interactifs que j'ai faits aussi, c'est les fans qui ont choisi les chansons de l'album. Donc ça, pour moi, c'est une façon de créer. Fait que la créatrice qui faisait des chansons ressent moins le besoin de faire des chansons. C'est-tu par intérêt créatif ou c'est par nécessité parce que les gens n'achètent plus des albums? Les deux, je te dirais que je ferais pas le côté production si c'était pas créatif puis si j'avais pas du fun à le faire. Là, je trouve ça vraiment cool. Ça me passionne autant que de faire de la musique. Mais oui, c'est sûr que les façons d'aller rejoindre les gens ont complètement changé. Les albums ne vendent plus, on le sait. Fait que j'avais ce désir-là. J'ai l'impression que les gens aussi, on en parlait un peu tantôt, sont comme en soif de vérité. Puis je le suis aussi. Je trouve qu'on se perd dans les réseaux sociaux. Le contact humain se perd vraiment beaucoup aussi. Puis moi, j'étais en craving, en bon français, de ça, d'avoir un contact direct avec les fans, pas juste un like, je m'en fous, c'est de l'argent Monopoly, là, tu sais. J'ai le goût d'une vraie poignée de main, fait qu'il y avait un peu de ça aussi en arrière de cette idée-là d'aller rencontrer les fans directement puis de savoir c'est qui. Mais est-ce que tu traites tes fans comme des clients? Est-ce que tu fais des sondages? Est-ce que tu demandes, c'est quoi la prochaine chanson que je devrais faire? C'est quoi le produit que tu fais? Non, à la limite, c'est quasiment plus que ça. Je les prête presque comme des amis. Je connais le nom de tellement de fans, leur vie, ce qui se passe avec eux. Je réponds à tous les messages ou presque sur Facebook et Instagram. J'essaye, là, c'est prenant, mais j'essaie de répondre le plus possible. Fait que non, je les vois pas du tout comme des clients. Je les vois comme quelqu'un avec qui je fais un échange. Tu sais, moi, je te raconte ma vie, fait que tu peux me raconter la tienne après le spectacle aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Noah, par rapport, je trouve, entre autres, le côté étude de marché. Tu sais, il y en a des artistes qui vont demander justement à leurs fans quel single voulez-vous qu'on sorte la prochaine fois. Tu l'avais pas fait, il me semble. Ben oui, c'est ça, mais c'est de là où je dis que c'est pas tant des clients que des gens qui font partie de l'équipe. Je les ai pris un peu comme directeur artistique, en fait, pour le deuxième album. J'étais tellement collée sur le projet que j'avais pas l'œil extérieur pour savoir qu'est-ce qui était des bonnes idées. Fait que j'ai fait appel à eux, comme je fais souvent appel à eux pour être l'œil extérieur. Est-ce que c'est dangereux de finir dans de la création qui est un peu beige? Tu sais, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent jamais vraiment ce qu'ils veulent. Il y a des idées un peu poches. Là, finalement, tu te retrouves vraiment à faire comme, finalement, je fais une job moyenne pour du monde moyen, puis ça donne un album moyen, ou
finalement, tu es capable d'avoir quelque chose qui est très, très bon. Ben, le danger, c'est vrai que si on y va avec des statistiques, comme j'avais fait, c'est sûr que ce qui ressort, c'est souvent ce qui est beige parce que ça se retrouve à être dans le milieu, alors que les chansons qui ressortent le plus sont soit vraiment adorées ou détestées. Dans mon cas, les 4 chansons qui ont sorti en premier, c'était les singles radio qui ont bien fonctionné. Fait que je pense que ça a bien été. C'est bien connu que tout ce qui joue à C'est quoi est excellent. Bien sûr. Incroyable. Voilà. J'enregistre encore ces tunes-là pour les réécouter dans mon auto. Exact. Henry Ford Sur des avait cassettes. dit, ultimement, si tu avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient à l'époque, il aurait dit un cheval qui va plus vite. Ouais. Fait que, ultimement, pour innover, je pense que c'est Guy Laliberté qui avait dit la créativité est une ressource naturelle au Québec. Là. Vraiment. Toi, de ton côté, comment tu te vois innover dans ton secteur? Puis est-ce que tu as des gens qui t'entourent? As-tu une équipe? As-tu des employés autour de Andréane Mallette Inc.? Tranquillement, ça a été nécessaire parce que le burn-out approchait. Comme bien des gens font... Bienvenue, je te confirme, tu es Ouais, mais entrepreneur. c'est ça. Oui, tranquillement, pas vite, je m'entoure. Le motto de 2019, c'est mettre les bons intervenants aux bons endroits. Oh! Parce que je me brûlais comme ben du monde font, j'imagine, quand ils partent d'une compagnie. Ils n'ont pas l'argent, donc ils font tout. Fait que là, moi, je me ramassais à Jack of all trades, master of none. Là, je faisais vraiment tout, le graphisme, les sites web, tout ça. Mais là, comme le site web de la Tournée Feu de Camp doit être renippé, fait que je me suis dit, OK, bon, mais je vais le faire. Mais ça m'aurait pris 5 heures. Finalement, j'ai appelé un ami qui fait ça. J'ai dit, peux-tu me faire telle affaire? Il m'a rappelé une demi-heure après, c'était fait. J'ai sauvé 5 heures qui a pu être investi ailleurs. Fait que c'est vraiment ça mon mandat de cette année. en échange. Ben, crime, oui, j'étais allée dans un chalet la semaine dernière. Je me suis permis ça, d'aller faire un atelier de création puis d'essayer de redevenir artiste. Fait que là, c'est ça, c'est de déléguer. Tantôt, on parlait de control freak, non. Mais quand même, ça prend... faut que j'apprenne à déléguer, mais aux bonnes personnes. C'est vraiment ça, moi. Là, tu parlais de chalet. As-tu besoin de te déconnecter pour finalement te rapprocher d'un côté peut-être plus personnel, plus émotionnel pour être capable d'écrire quelque chose qui va... parler aux gens? Oui, je pense que oui. Il faut que je le mette dans mon agenda puis que ça devienne une tâche. Sinon, je me sens coupable de ne pas être en train de faire autre chose. Parce que ça, la création, c'est flou versus répondre à tel courriel puis envoyer telle affaire. Mais là, ça, c'est un checklist qui est plus facile à barrer. Fait qu'il faut que je mette la création dans mon to-do. Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux forcer la création? Est-ce qu'il y a un moment où tu peux dire, regarde, il y a 2 heures dans la semaine, je vais être créative, pas les lundis parce que ce sont les lundis d'affaires pour toi, mais Oui, c'est ça. le mardi, je vais être créative, le mercredi, je vais être sérieux. Est-ce que ça se fait? Ben, j'ai pas le choix, honnêtement. Je pense que oui. Justement, cet atelier-là de création, je suis allée me chercher des outils pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de page blanche. Que si je m'assois, peu importe à quelle heure ou à quel moment de la journée, il va sortir quelque chose qui va peut-être être mis aux poubelles, mais il devrait sortir quelque chose. Je peux plus attendre après la création comme je faisais à l'époque où j'étais au cégep ou quoi que ce soit, puis que j'étais dans le métro, puis là, pouf, il y a une chanson qui apparaissait, puis j'avais le temps de l'écrire. Là, depuis 2 ans, j'ai juste un iCloud de tunes au-dessus de ma tête. J'ai des idées, je les pitch là, puis je me dis, je vais les écrire plus tard, mais ça peut plus être une espèce de canal divin, là. Connecté. Est-ce que d'être auteur, compositrice, productrice, co-réalisatrice, gérante et éditrice te permet de faire plus d'argent avec ta musique? Clairement, c'est malheureux, mais le fait d'être seulement l'auteur-compositeur de mon premier album, en fait, a fait en sorte que j'ai reçu rien. T'as encadré le chèque, là. Mais est-ce que c'était parce que tu étais avec les productions J ou c'était parce que ça serait n'importe quelle compagnie de disques sans les viser personnellement. Vu que c'est des grosses structures, les revenus sont splittés. Puis étant donné que tu n'es pas productrice, c'est sûr qu'eux, avec l'argent, ils vont se rembourser les frais de production. Étant donné qu'on ne vend plus beaucoup d'albums, les frais de production sont difficiles à rembourser. Puis au final, il n'y a pas de profit nécessairement avec ce qui se fait. Pour l'artiste, c'est sûr que l'entreprise, elle fait un profit parce qu'elle va chercher des crédits d'impôt, des subventions et tout. Sinon, il ne ferait pas ça si c'était pas payant. Mais pour la matière brute, qui est la chanson et l'artiste, il reste vraiment pas grand-chose. Mais iTunes ou Spotify, on entend souvent des scandales de dire que les artistes, même avec ces plateformes-là, de toute façon, reçoivent des peanuts. Vraiment. Est-ce que, même dans ta position aujourd'hui, avec ces canaux-là, tu réussis à avoir un petit peu plus que des peanuts? Avec ces canaux-là, non, ça change absolument rien. Pour tout ce qui est le streaming, que je produise ou non, ben le producteur reçoit un peu plus en streaming que l'artiste, ça oui, mais c'est pas l'affaire qui est le plus important dans les revenus que je fais présentement. Ce qui est payant, c'est encore les radios. C'est Stingray, c'est Sirius. Non, mais oui, ça fait une méga différence. Mais justement, parlant de radio, comment ça fonctionne? Tu appelles puis t'es harcèle. Puis moi, j'y demande des faveurs. Ouais, moi, je suis néophyte là-dedans. Fait que chaque chanson qu'on entend à la radio a été payée?
En fait, il y a le métier de traqueur radio qui, lui, cette personne-là, oui, est payée par l'artiste ou la production. Puis cette personne-là a le mandat de pousser ta chanson en radio. Ça se peut que ça rentre, ça se peut que ça rentre pas. Au mieux, ils réussissent à les mettre sur des playlists, des plateformes comme Sirius et compagnie. Je veux qu'on vienne qu'on statue de la dichotomie entre l'agent, mettons, ou la femme d'affaires et l'artiste. Parce que souvent, il va y avoir des conflits entre, mettons, un artiste, son agent ou quoi que ce soit. Or, toi, t'es la même personne. L'agent veut que ça vende souvent, donc il veut avoir la chanson consensuelle qui va marcher à la radio. L'artiste, le créateur, veut créer. Ouais. Est-ce que l'Andréane Amalette, agente, femme d'affaires, va finir par influencer la créatrice? Je pense que oui. Oui. Positivement, par contre, parce que, entre autres, avec ce deuxième album-là, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui écoutaient mes tunes. Fait que je me suis un peu lâché le nombril, honnêtement, puis j'ai commencé à écrire sur des sujets, entre autres la maladie mentale avec Fou, Ici ailleurs, qui est une chanson sur la confiance en soi. Puis là, je le vois beaucoup avec le troisième album aussi, j'aborde la violence conjugale. Tu sais, je vais chercher plein de sujets qui sont pas nécessairement ce que moi j'ai vécu parce que je sais maintenant que j'ai des oreilles. Fait qu'est-ce que c'est l'aspect production? Mais qui vont parler au monde. Donc, tu sens que c'est important que ça parle au monde. Oui, c'est ça. J'ai réalisé avec Fou, entre autres, à quel point la musique, c'était utile. J'ai reçu beaucoup de messages. Je prétends pas avoir sauvé des vies comme les médecins le font, mais beaucoup de messages de gens qui m'ont dit que ça a sauvé mon couple, mettons. Ça a ouvert le dialogue, on a pu parler, ou mon fils va mieux parce qu'il a pu avoir un sentiment d'appartenance à une chanson puis comprendre un peu ce qui se passait dans sa vie. Bref, plein de témoignages fous pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais ma création est teintée. Est-ce que c'est la productrice qui l'a teinte ou le succès, entre guillemets, de ces chansons-là? Je sais pas, mais c'est sûr que j'écris plus de la même façon. Okay. Pour toi, est-ce que ce sont deux différentes personnes, la productrice et l'artiste? Est-ce que vous avez deux différentes personnalités selon le rôle, selon la personne que tu es devant? Ben, heureusement, je m'entends bien avec elle. On se ressemble. Elle me paye pas, mais ça, c'est une autre affaire. Les deux s'influencent. J'ai besoin d'une pour être l'autre et vice-versa. Si je produisais pas mes trucs, j'aurais pas pu mettre en marché cet album-là de la façon que je l'ai fait. T'sais, à l'époque où j'étais dans la boîte de disques, j'en avais des idées comme la tournée Feu de camp puis comme les shows interactifs, mais faute de temps, faute de budget, faute de ressources ou de plein d'autres fautes, ces idées-là voyaient jamais le jour. Fait que là, le produit que vous voyez puis l'artiste que je suis, c'est grâce un peu aux idées de la productrice. Tu dois avoir beaucoup d'idées. Alors, comment tu décides quel projet où tu vas mettre ton temps? Parce que c'est toi la productrice, alors tu dois lever de l'argent, c'est toi l'artiste, tu dois présenter. Alors, comment tu décides c'est quoi qui vaut la peine? C'est une bonne question. J'ai beaucoup d'idées en rêve. C'est nono, là, mais la chanson Fou, je l'ai écrite en rêve, puis la tournée Feu de camp aussi, j'avais rêvé à ça. Ces deux idées-là on va parler de Canal du Vin, là. Ces deux-là sont arrivées comme ça, puis j'ai décidé de les pousser. Mais il y avait un film que j'aimais beaucoup qui est, comment ça s'appelle? Sous le soleil de Toscane. Ouais. Puis c'est une auteure. Oui, c'est vraiment un vieux film. Référence obscure. Mais la fille, au début, a dit à son espèce elle a un auteur qui a coach, en fait. Puis elle lui dit, prends n'importe quelle de tes mauvaises idées, prends-en une, puis pousse-la à fond. Fait que c'est un peu ça que je fais. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées, puis j'en choisis une, puis je la pousse à fond. Celle que je considère étant la meilleure. Tout ça pour dire ça. T'es une des bébites bizarres au Québec, justement, qui prend un nouveau modèle d'affaires pour pousser ton produit, qui est Andréane Mallette. Le produit Andréane Mallette. Il y a Jay du Temple, on sait qu'il s'autoproduit lui-même, mais vous êtes très rare. As-tu des modèles? As-tu des gens que tu regardes justement dans le monde des artistes que tu dis, ah, OK, ouais, ça m'inspire, puis ultimement, c'est le genre de carrière que je voudrais. Au niveau de la musique, j'en ai pas tant, je t'avoue. Parce que c'est tellement nouveau, il n'y en a pas qui ont fait ce que tu fais, là. C'est nouveau que c'est connu. Okay. Disons ça comme ça, il y a beaucoup de personnes qui font ça depuis longtemps. J'ai des amis qui s'autoproduisent depuis toujours. Mais ça n'a pas été médiatisé nécessairement. Alors que moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même... c'est ce dont on me parle le plus ces temps-ci. Fait que j'ai pas tant les modèles. Au contraire, là, je pourrais être à temps plein coach présentement. Je m'en vais souper avec une amie auteur-compositeur demain parce qu'elle veut savoir comment je fais. Fait que j'ai l'impression que là, je deviens un peu la figure, le modèle d'autoproduction. J'en suis très fière, mais je suis tellement en constante évolution à ce niveau-là. J'apprends à tous les jours. J'ai pas les modèles. Je lis beaucoup. J'écoute des podcasts, justement, des livres audio, plein d'affaires sur le marketing. Je suis tout le temps en train de me former du mieux que je peux. Prochaine étape, être une dragonne, finalement. Ben, tu niaises, mais c'est probablement à cause de Dragon's Den que je me suis autoproduit. J'ai abusé là, de cette émission-là dans les dernières années, puis je voyais plein d'entrepreneurs juste partir des affaires. Je suis comme, moi aussi, je suis capable. Puis de baigner dans ça, dans l'idée qu'on peut tout faire, m'a donné confiance. Mais justement, de voir tellement de modèles différents, autres que des modèles musicaux. Est-ce que tu as des modèles d'entreprise
complètement différente. Elle dit, je peux prendre ça, je peux prendre ces aspects-là puis l'amener dans ma réalité d'affaires. Je te dirais qu'il faudrait que je discute plus. Avant l'émission, on a commencé à parler un peu, puis mon Dieu, ça me stimule, j'apprends énormément. Je pense qu'il me manque ça présentement. Je suis un peu toute seule dans ma bulle parce que je suis trop occupée. Fait que oui, j'ai des employés, mais présentement, je suis à la tête de tout ça, puis j'essaie justement de coacher les gens, mais il n'y a personne, moi, qui me coach nécessairement, sauf ces fameux livres audio. Fait que j'ai besoin de ces échanges-là, puis d'aller me trouver des modèles, justement, ou des gens qui peuvent m'aligner. J'ai essayé de faire quelques rencontres avec des dragons, justement, mais c'est tellement une autre échelle qu'ils ne sont pas dans ma réalité de one-man band. Là. OK. Te vois-tu même peut-être devenir agente d'autres artistes? Je ne prendrai jamais quelqu'un en charge à 100% parce que ça va à l'encontre de ce que je suis en train de faire présentement. Je vais aider des artistes à être autonomes. Je pense que c'est ça qui va arriver. Je vais fournir des outils, je vais donner des ateliers, je vais peut-être prendre des gens sous mon aile pour certains aspects, mais prendre quelqu'un... Je veux pas devenir une 360, c'est ce qui fonctionne pas, à mon avis. OK, c'est intéressant. Pour le genre d'artiste que je suis. Le 360, ça fonctionne pour certains types d'artistes. Qu'est-ce que 360, excuse-moi? C'est une boîte de disques qui gère complètement tout. Donc, ils font la gérance, qui font le booking, des spectacles, qui font 360. Ouais, ils font tout. Tu n'as qu'à être artiste. Donc, pour les artistes qui veulent n'être qu'artistes, ce modèle-là doit rester. Puis ce modèle-là, pourrais-tu devenir entièrement numérique? Tu sais, un peu comme Squarespace a donné des options site web pour dire, t'as pas besoin d'un programmeur, d'un designer, d'un gestionnaire, tout ça. Ça devient un peu un service et l'entrepreneur est autonome. De dire, finalement, on est capable de remplacer la maison de production ou cette espèce d'agent d'artiste 360 par un outil numérique X qui pourrait t'aider à tout faire ça. Finalement, on est capable de démocratiser ou scaler l'artiste de façon plus aisée ou plus facile. Probablement une portion du travail, mais on a tellement besoin d'humains dans ce milieu-là qu'il y a des affaires qui doivent continuer à être faites par des gens, j'ai l'impression. Mais tout ce qui est la paperasse et tout, oui, ça peut être numérisé, mais... Le lobby auprès de Patrick, c'est plus tough, là. Oui, exactement. Il s'en vient-tu, le prochain album? Avec tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? 2020. Ce sera probablement... On parlait de procrastination. Je vise l'hiver. Ce sera donc l'automne. Mais, OK, d'accord. mais avec un album, c'est encore un modèle qui fonctionne, ça, là? L'album devient la carte de visite. Donc, c'est pas mal ça que tout le monde dit. Mais s'il n'y a pas d'album, il n'y a pas de nouvelle tournée. Il n'y a pas de nouvelle merch. Il n'y a pas de nouveaux projets. Mais lancer une toune de temps en temps comme ça sur iTunes, non? C'est pas... je sais pas. C'est une idée. J'y ai pensé aussi, soit d'aller en EP ou soit de lancer une tourne à tous les deux mois, quelque chose du genre. Si oui, je pense qu'au final, il va quand même falloir tout ramasser ça sur une palette puis continuer à la vendre. Ça vend encore. C'est pas vrai que ça vend plus, ça vend. Mais ne serait-ce que pour les diffuseurs, c'est comme on veut pas traîner le même show tout le temps puis tu veux pas non plus juste changer une ou deux tunes dans ton spectacle jusqu'à temps que ça devienne un autre. Je pense qu'il va y avoir une confusion à un moment donné à savoir qu'est-ce que tu achètes comme spectacle s'il n'y a pas un nouveau projet clair avec une identité claire. T'sais. Moi, le DJ qui a composé la tune Mr. Vane, là, mon Dieu que je suis jaloux. Ça fait 20 ans qu'il roule sur une tune. Ouais, c'est ça. Lui, il a tout compris. Andréane Amalette, il y a des artistes qui sont des idoles, des inspirations pour leur création puis tout ça. Toi, non seulement tu l'es pour tes chansons, pour ta création, mais également pour ce que tu es devenu comme modèle d'affaires, j'ai envie de dire, de gestionnaire. Gentil. Bravo. Puis, félicitations. Merci beaucoup, Colin, vous êtes fin. Ouais. Merci beaucoup, Andréane Amalette. Dans quelques instants, on va avoir notre fameux débat sur les fausses bonnes idées. Évidemment, nos dérangeants reçoivent un paquet d'idées d'un paquet de monde autour d'eux. C'est pas nécessairement toujours des bonnes idées. Encore faut-il savoir lesquelles mettre de l'avant. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. C'est le moment de vous présenter la 6e start-up finaliste parmi les 10 sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Et je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix et qui va se mériter. Donc, le gagnant, évidemment, une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et il y a les dérangeants qui vont eux aussi choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Étienne, c'est à toi. Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Tutorax. On écoute ses fondateurs Laurent Ayoub et Audrey Cloutier. Mon nom est Laurent Ayoub. Et mon nom est Audrey Cloutier. Nous sommes les fondateurs de Tutorax. Tutorax, c'est un service de tutorat et d'aide aux devoirs à domicile. On est là pour accompagner les étudiants du primaire à l'université qui ont des difficultés à l'école. Mathématiques, français, anglais ou toute autre matière, vous pouvez compter sur nous. Nos tuteurs se déplacent à votre domicile et c'est partout au Québec.
Tutorax, du tutorat pour les jeunes, par des jeunes. Pour en savoir davantage, consultez notre site internet au www.tutorax.com. Alors voilà, donc c'était le projet Tutorax présenté par Laurent Ayoub et Audrey Cloutier. Vos impressions? Moi, ce que j'aime, c'est qu'Audrey a l'air d'être au secondaire. Donc, j'ai vraiment confiance qu'elle connaît ses matières. De l'aide aux devoirs pour les jeunes, par les jeunes, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont enregistré avec la musique ou est-ce que c'est nous qui ont ajouté à la fin ce beat qui va avec? J'étais enthousiaste. Je sais pas plus c'est quoi le produit, mais je veux danser. Okay. J'ai comme été distrait par le nom. J'avais juste l'impression de voir un thorax tout le long. Puis j'étais capable de voir au-delà du nom Tutorax. Mais au moins, comme dirait Marie-Philippe, c'est bilingue. Tutorax, ça peut voyager. Mais ça a l'air d'être un peu comme le Airbnb ou le Uber, l'économie du partage du tuteur. Oui. Ce que je trouve qui est vraiment bien, parce que tout ce qui peut, en fait, démocratiser, d'aider les enfants. Puis souvent, les parents qui sont peut-être démunis, qui n'ont pas de ressources pour aider leurs enfants avec les devoirs, que ça soit simple, accessible. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire là. En fait, si c'est une entreprise technologique comme ça qui facilite, je pense que c'est une super bonne idée. Si c'est une entreprise finalement de ressources humaines ou qui ont eux-mêmes les tuteurs, là, c'est une autre histoire. Oui. Mais chose certaine, en tout cas, c'était dynamique, ça, c'est clair et net. Ouais. Et moi, je peux vous dire, parce que j'ai des enfants qui en ont eu besoin de tuteurs de temps en temps, j'aime bien l'idée que ce soit des jeunes qui aident les jeunes, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une autre personne de 72 ans qui arrive le soir à 7 heures. Ginette! Ton enfant soit un peu découragé. Mais en même temps, ça pourrait être intéressant parce que c'est cette notion-là de double génération. Donc, tu as les jeunes dont déjà tu es comme plus proche, là. Mais tu as peut-être aussi des personnes âgées qui, en ce moment, des anciens professeurs qui sont à la retraite, qui n'ont pas grand-chose à faire, qui pourraient finalement se réintroduire à l'intérieur de ce projet-là. Fait que ça peut être double. C'est une excellente suggestion. On va en parler aux gens de chez Tutorax. Tutorax. Et je vous rappelle que pour découvrir nos 10 finalistes et voter aussi, c'est important d'aller voter pour qu'on fasse un gagnant. Vous allez sur lesdérangeants.com/vente à salade. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente à salade. Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. C'est maintenant l'heure de notre débat sur les fausses bonnes idées. En fait, j'ai envie de dire sur les idées. Il y en a sûrement qui sont parfois bonnes, parfois moins bonnes. On va commencer avec toi, tiens, Étienne. Vous en recevez souvent comme ça des idées et il faut y résister? Ben, en fait, je vais faire comme Andréane Mallette a dit, le canal divin connecté à Dieu qui nous envoie des fausses bonnes idées, dans mon cas, est très fertile, parce que je pense que pauvre équipe de Biogénique, ça m'arrivait à peu près... Biogénique, c'était ma première idée que j'ai eue, mais à tous les jours, aujourd'hui, j'en ai à peu près 364, et il y en a 364 de mauvaises, mais c'est d'être capable, ultimement, de faire le tri, mais aussi, une fois on dirait que l'entrepreneur au Québec a une espèce de statut parce que tout le monde veut partager son idée et dit « Ah, mais écoute, moi, j'ai trouvé une façon de faire des filtres à eau qui vont guérir le cancer. » OK! C'est comme si tout le monde veut te donner son idée, comme ils veulent tout te donner ton opinion quand tu as un enfant. Tu sais, c'est comme l'enfant de tout le monde. Là, ton idée, ils vont tout te dire quoi faire, mais ils font pas rien eux-mêmes. Là. Puis, tu sais, comme toi, tu vas être capable. T'en as fait une. Là. Ouais, je te la donne, là, puis si jamais ça réussit, tu me remercieras. Tu sais, fait que je te donne l'idée, tu prends tout le risque. Teste-la, si jamais tu fais de l'argent, tu me rappelleras après. Il y a beaucoup de ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, tu sais, 364 idées dans une journée, je suis d'accord avec toi qu'il y en a 364 mauvaises, mais au moins... dans mon cas, dans ton cas aussi. En fait, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont une idée, là, puis là, c'est la seule qu'ils ont dans le mois, dans l'année, là, puis ils tiennent serré, là, puis là, ils osent la partager, puis finalement, quelqu'un la détruit. Puis ça, c'est un problème. Il faut être capable d'avoir beaucoup d'idées, puis de ne pas s'attacher, d'être capable de les tuer rapidement, ces idées-là, puis de seulement garder les bonnes. Parce que l'enjeu, là, c'est que souvent, les idées sont vraiment mauvaises. Mais quand tu dis que le problème, c'est que les personnes ont une seule idée, puis après, ils se font démolir, est-ce que c'est parce que l'idée est mauvaise ou si c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux? C'est un mélange, parce qu'il y a tellement d'idées qui, à la base, peuvent être bonnes, très mal exprimées. Oui. C'est pas la bonne personne qui est devant pour la développer. Le modèle d'affaires n'est pas encore étoffé. Mais l'enjeu, c'est qu'on est très
peu habitué à brainstormer, à jouer au ping-pong créatif. Et finalement, on dit non, c'est pas bon, mais là, t'arrêtes là. Mais c'est quelqu'un qui ne prend pas les trucs personnels, va être capable de dire non, je pense que je peux la pousser, pivoter. Puis finalement, elle se transforme en une excellente idée. Fait que l'enjeu, c'est de juste s'assurer qu'on est capable de générer beaucoup d'idées, de ne pas s'attacher, de la faire évoluer pour finalement qu'elle devienne quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour identifier une bonne idée? Je travaille dans le monde de start-up depuis plus que 10 ans déjà. Je suis sur des comités de sélection pour les incubateurs et j'en ai tout entendu. Il y avait le monsieur qui avait réinventé l'alphabet pour faciliter l'apprentissage. Il y avait le monsieur qui essayait de me vendre Skynet, genre Terminator, mais il pensait que c'était une vraie chose. Il y a énormément d'idées qui passent et oui, effectivement, il y a des mauvaises, mais c'est vraiment dans l'exécution qui transforme une mauvaise idée à une bonne idée. Juste avant de commencer aujourd'hui, j'ai regardé en ligne pour trouver les 10 produits les plus intéressants sur Amazon. Par exemple, il y a une perruque pour les chiens. Il y a un oreiller qui sent le poisson. Et il y a un sac de pet. Et pas une sac pour... Excuse-moi, je veux juste être sûr qu'on a bien compris. Un sac de pet, c'est oui, ça que mais pas une sac pour péter la dent. Un sac qui est rempli de pets de quelqu'un. Il y a déjà un pet, là. Ça s'achète. Tu me niaises. Mais non. Alors, non seulement est-ce que quelqu'un a imaginé ces idées, les personnes étaient capables de les produire, de les mettre sur Amazon et ça se vend, ça doit se vendre quelque part. Alors, il y avait des gens qui peuvent prendre des idées qui sont complètement folle, juste rentre dans n'importe quel Dollarama et regarde quelques-uns des produits sur les étagères et c'est like, regarde, il y a des choses qui s'inventent tous les jours. Mais pour moi, ça, c'est une mauvaise idée. Mais en fait, un sac à c'est facile. Mais c'est facile à attaquer ça. Je veux dire, c'est un bébé chien qu'on arrive avec un bat de baseball. Non, mais pour moi, une bonne idée n'est pas déterminée par son ratio de rentabilité. C'est une excellente idée, puis elle est plus ou moins rentable, mais elle est capable de générer, je ne sais pas, de fédérer une communauté, de regrouper des gens, d'être utile. Pour moi, c'est une meilleure idée que quelque chose qui est totalement inutile, qui peut détruire notre environnement, mais qui génère beaucoup d'argent. Non, je comprends où est-ce que tu t'en vas, mais tu sais, c'était Einstein, il disait, si tu me donnes 1 heure pour résoudre un problème mathématique, je vais passer 55 minutes à réfléchir au problème, 5 minutes à essayer de le résoudre. Fait que, tu sais, ce qui est difficile à trouver comme entrepreneur, c'est le problème que les gens sont prêts à payer pour. Trouver la solution après, ça, c'est la partie facile. En fait, tu as raison, mais je suis pas sûr que c'est un problème plus qu'on se donne pas l'option. Tu sais, trouver des problèmes, là, c'est juste d'observer les gens, comment on exactement. vit. Prendre le métro. Mais trop souvent, quand on parle des fausses bonnes idées, c'est qu'on essaie de régler nos propres problèmes. Puis on est notre pire client, on est un focus group d'une personne. Puis finalement, tu sais, moi, le meilleur hit que j'ai fait, c'est un problème qui était collé dans ma face, le TDAH. Puis jamais j'avais pensé que la génétique pouvait résoudre quelque chose pour le TDAH. Mais ultimement, quand on s'est mis à parler à des parents, bien, c'est là qu'ultimement, on a eu énormément de feedback, de dire « Ah, écoute, il y a vraiment un problème là. » Vous l'avez dit, les trois, vous avez plus de mauvaises idées que de bonnes idées. Vous passez beaucoup de votre temps à se dire « Tabarouette, c'est une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée. » C'est pas un peu déprimant à un moment donné? Ben, oui, quand que tu as l'impression que tu n'en auras pas d'autres de bonnes. OK. Quand tu es capable d'en générer d'autres, c'est moins stressant. Mais aussi, c'est quand tu es dans l'action. Tu sais, tantôt, on disait tester dans l'exécution. Nous, rapidement, on a commencé à maîtriser Kickstarter. Quand on a lancé le magazine, tout le monde nous disait hey, pire idée. Édition, c'est vraiment pas bon. Tout le monde disait que c'était vraiment une mauvaise idée. Puis maintenant, on a fait comme, bon, ben on va tester. On a lancé sur Kickstarter 1 mois, on a levé 21 000 $. On a fait, ben finalement, notre mauvaise idée a quand même un marché. Ben, c'est Jeff Bezos, il disait aussi, je force ses citations aujourd'hui, mais qu'il faut accepter d'être incompris quand on veut innover. Ben oui. Ultimement, il faut vivre avec cet inconfort-là, mais c'est sûr et certain qu'il faut travailler son idée. Non, mais je veux juste essayer de vous comprendre, parce que dans le fond, quand vous dites que vous pouvez avoir 300 mauvaises idées par jour et une bonne idée, mais je veux dire, si vous travaillez ces mauvaises idées-là, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'elles vont se transformer en bonnes idées? Moi, je pense que oui, parce que l'idée de départ est très rarement l'idée... It's the journey. Là. C'est le voyage qui mène. Si on s'entend que l'idée naît d'un problème, tu sais, ta solution, elle est peut-être à des kilomètres à côté de où tu vas commencer. Mais elle va peut-être se terminer comme étant une excellente idée que jamais elle aurait vu le jour si tu n'avais pas commencé à l'exécuter, tester, être dans le domaine, poser des questions, open for business. Mais parce que quelque chose on oublie, c'est une idée manque la recherche. C'est une idée, c'est quelque chose qui rentre dans notre tête dans la douche pendant qu'on dort.
Finalement, on doit vraiment regarder, et je pense qu'un bon entrepreneur, en plus, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser des idées et voir c'est quoi la faisabilité. Et en faisant cet exercice de juste examiner le potentiel, si c'est possible, mais ça, en elle-même, c'est quelque chose qui ajoute de valeur, de réfléchir, de parler à d'autres mondes, d'être challengé avec plusieurs idées. Ça fait part de l'expérience entrepreneuriale. Tu parles de parler à d'autres mondes, Noah. Est-ce que vous n'avez pas peur, en quelque part, de vous faire voler vos idées parfois? Moi, j'ai un professeur à l'université qui m'avait dit une citation exceptionnelle. On avait tous peur, on étudiait en design, on avait tous peur de se faire voler nos idées puis tout ça. Puis là, la prof, elle a dit, mettons là, que tu inventes le grille-pain. Puis toi, tu prends un bateau, tu t'en vas sur une île parce que t'es comme, il n'y a pas personne qui va me voler mon idée, me le créer moi-même. Mais ça te prend 2 ans à faire le grille-pain, tu reviens à terre ferme, tu montes ça à tout le monde. Mais maintenant, ils l'ont inventé, eux autres, ils sont rendus à 4 tranches avec des grille-pains à bagel. Ils l'ont fait collectivement. Fait que ton idée ne t'appartient pas. Elle est collective. Mais si tu la dis haut et fort, elle t'appartient d'une certaine façon. T'sais, plus tu en parles aux gens, plus les gens savent qu'elle t'appartient. Puis là, tu joues au ping-pong, moi j'appelle créatif, qui fait que là, une personne te donne un input, un autre input, et ton idée, elle devient tellement plus solide, remplie, que là, finalement, mais c'est juste toi qui peux la mettre en exécution parce que c'est juste seul toi qui as toute l'information autour. Okay, imagine de voir aujourd'hui quelqu'un qui a l'idée de Google, qui essaie de battre Google. Ils sont tellement à des années-lumière devant. Fait que c'est une game d'exécution, beaucoup plus de l'idée. Combien de personnes ont eu l'idée de faire Facebook? 10 000, 15 000? Combien ont fait du code informatique pour le mettre en application? 1000, une centaine peut-être? Combien qui ont levé du financement? Après ça, peut-être 10. Il y avait MySpace. Puis qui est devenu Facebook? Ben, c'est Facebook. Il y en a un. Donc, en technologie, surtout, les marges bénéficiaires sont tellement élevées que quand tu commences la game puis tu réinvestis ton profit pour améliorer ton produit puis accélérer, tu deviens irrattrapable. C'est ça la réalité. Et aussi, on parle de Google. Il y a un Google occidentaux, il y a un Google asiatique, Baidu. Mais juste pire que ça, tu as Uber, tu as Lyft, tu as Apple Music, tu as Spotify, tu as maintenant YouTube Music. La compagnie qui a le plus de part de marché, je pense, dans le monde, sur les téléphones, c'est Apple, puis ils ont comme 40 %. Puis ça, c'est comme, mon Dieu, c'est les plus grosses parts de marché dans un secteur qu'on connaît. Fait qu'il y a toujours de la place pour arriver, innover, prendre une niche. Puis tu sais, une bonne idée peut être tellement mauvaise il y a 6 mois, puis extraordinaire maintenant. Le timing joue tellement. Tu sais, c'est pas juste le fait que ton idée... Donc, persister, y croire, malgré tout? En fait, c'est plus... Moi, je suis très fervent de tester rapidement. Tu sais, de dire, ton idée que tu as maintenant, tu es peut-être trop tôt dans le marché. Puis, la génétique, c'est ça qui m'est arrivé. J'étais 5 ans avant la vague. Mais ça t'a permis de tout faire tes tests puis d'avoir les dents assez solides quand la vague a commencé. Peut-être que tu as bûché plus fort que tu aurais pu si tu avais commencé un petit peu plus tôt. Mais le fait de tester rapidement, c'est aussi une question de focus parce que quand on est un peu déficit d'attention, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a tellement d'idées. Mais là, tu peux te garrocher sur cette idée-là. Et le danger, c'est que là, tu n'exécutes sur aucune. HubSpot avait dit vraiment intéressant. Quand tu es en mode start-up, tu veux répondre à toutes les opportunités. Puis donc, ultimement, tu dis oui à tout le monde. Il y a plus de chances qu'un entrepreneur se plante parce qu'il y a trop d'opportunités que parce qu'il n'y en a pas assez. Ce qui est vraiment le facteur, c'est combien de temps tu donnes pour générer tes opportunités. À un moment donné, il va y avoir un client qui va dire « Ah ouais, là, je te l'achète. » Mais si tu dis « Moi, j'essaie, je vais me lancer avec cette idée-là pendant 3 mois. » Moi, je te dis, comme, scrape ça tout de suite, puis va te trouver une job. Okay. Si tu me dis « Ben non, tu sais, je vais générer des opportunités, je vais me donner 1 an, 2 ans. » Là, c'est sûr que tu vas avoir des opportunités. Est-ce que, comme entrepreneur, vous suggérez aux autres entrepreneurs, particulièrement ceux qui commencent, là, de s'astreindre à une période quotidienne, mettons de 1 demi-heure, je m'assois, puis je réfléchis. J'essaie d'avoir des idées, j'essaie de créer. Ou si ça vient tout seul. Moi, je suis très fervent de me laisser de l'espace de cerveau. En vacances, j'ai tellement d'idées d'entreprise, ça n'a aucun rapport. Parce que j'ai comme l'espace dans ma tête pour observer la vie. Je m'en vais, je m'assois dans un café, je vais prendre le transport en commun. On dirait que j'observe les gens. Okay. Et on dirait que là, je viens juste de comprendre que je vis dans une société et que je ne suis pas juste en train de penser à mon petit bonheur, mon petit projet. Fait que ça, je trouve que c'est la meilleure façon de faire, c'est d'observer, d'écrire, de prendre des notes. Et à un moment donné, il y a deux cellules qui ne vont pas ensemble, qui vont se toucher, qui vont donner une nouvelle idée. Puis c'est ça qui devient intéressant. OK. Noah? Pour moi, c'est vraiment beaucoup de lecture. Je lis énormément, mais c'est toujours le cas que les meilleures idées arrivent quand je ne suis pas prêt. Toujours quand il n'y a pas un stylo près de moi. C'est garanti. Alors, je suis dans la douche et quelque chose va juste m'allumer. Mais c'est quand je vide ma tête et je suis juste en train de penser à rien, c'est là que les idées rentrent. Mais si tu es en train de trop focuser, je connais beaucoup de personnes qui ont envie d'être entrepreneurs, qui se gardent, je cherche mon idée.
Like, non, l'idée va vous trouver. Okay. C'est vraiment quelque chose qu'un jour, tu vas avoir cette light bulb. It's like, hey, regarde, ça c'est intéressant, j'ai envie de travailler là-dessus. Mais ça doit être quelque chose qui t'intéresse. Pas juste une bonne idée, une idée qui t'inspire parce que c'est long. Parce que tu vas y mettre de l'énergie par la suite, tout ce que ça t'intéresse. Énormément. Ouais. Quelqu'un m'avait demandé c'est quoi ma définition de la créativité ou comment tu gères ça. Puis pour moi, la créativité, imagine que dans ton cerveau, là, on a plein de balles, un peu comme un boulier. Là. Et là, imagine qu'une idée, c'est un trait qui est en train de se lier entre ces boules-là. Uh-huh. Puis là, mais plus tu exercices ton muscle, plus ça va bien. Puis pour générer plus d'idées, plus de boules, mais mange quelque chose que tu n'as jamais mangé, parle à quelqu'un que tu n'as jamais parlé, teste quelque chose que tu n'as jamais testé, expérimente des choses. Okay. Puis souvent, mais c'est que comme entrepreneur, on se retrouve à vivre en dessous d'une roche. Puis là, à faire notre petite idée dans notre coin où on parle plus, où on n'a plus de temps, c'est important de sortir et de continuer à expérimenter pour accumuler ces nouvelles données-là qui vont nous permettre après ça de générer des meilleures idées, d'être créatif. C'est philosophique ton truc, j'adore ça. Ouais. Ben, ultimement, pour moi, une idée, là, je me donne pas des moments de réflexion pour les idées. Les idées, c'est les autres qui me les amènent. Parce que j'avais un professeur, Bill Howlett, au MIT, qui avait posé la question à la classe, qui disait... T'en connais du monde, toi, tabarouette. Ben, écoute... Étienne, il vole toutes les citations et les idées, mais il pogne les meilleures, puis après ça, il dit que c'est les siennes. Ben non, mais je cite... Depuis le début je cite, Bill Howlett pose la question, il dit, quand est-ce que tu deviens entrepreneur dans la vie? Tu sais, quand tu as un brevet, quand tu as une équipe... Puis là, tout le monde, on se dit, ben, quand tu décides de le faire, puis il dit non, tu deviens entrepreneur quand tu as un client qui paye. Parce que sinon, tu t'es un geek qui s'est tapé un trip techno dans ton sous-sol, puis good job. Donc, la réalité pour avoir une bonne idée, puis comment tu valides si c'est une fausse bonne idée, c'est soit obsédé par ton client, soit obsédé par les autres. Faut que tu aimes ça, régler les problèmes comme entrepreneur. Faut que tu aimes aider les autres. Puis si ça marche pas, it's always day one. C'est toujours le temps de recommencer. Okay. La question si simple, tu réponds à quel besoin? C'était pas rien de répondre. Oui, forcément. Je vais conclure avec une note un peu plus humoristique parce que les fausses bonnes idées ou les idées viennent pas nécessairement de vous. Souvent, elles viennent de mon oncle Roger dans un party de Noël ou de quoi que ce soit. Je suppose que comme entrepreneur, il faut aussi que vous développiez un petit côté un peu plus diplomate parfois. Écoute, moi, je me suis fait proposer un ramasse-crotte pour chien qui t'évitait de te pencher. Puis ça, là, écoute, j'étais prêt à me faire financer par la famille pour être capable de pousser ça. Non, mais ça, c'est drôle. Moi, j'avais eu un spray pour geler des crottes. Puis la madame avait déjà écrit breveté sur l'étiquette. Mais je suis comme, t'as un brevet? Elle dit non, mais quand ça va arriver, ça va déjà être imprimé. Écoute, on combine les deux idées quand on a une business. Mais je vois que la crotte est tendance. Mais Noah, toi? Ben, regarde, je pense que c'est un peu notre rôle d'être franche avec ces gens et parce qu'ils vont gaspiller leur temps. Ils vont continuer à travailler sur cette idée et si nous avons les réflexes de savoir que, regarde, une idée n'a pas d'allure, on doit soit les aligner dans la bonne direction et dire, regarde, ça n'allait pas marcher pour telle raison. Nous sommes un peu des porte-parole de l'entrepreneuriat et si on n'aide pas les gens en leur donnant des vraies choses, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment dérangeant? Mais d'un autre côté, moi, j'ai passé à côté de beaux investissements parce que je croyais pas. Puis là, ces business-là vont très bien aujourd'hui. Puis ça m'apparaissait des fausses bonnes idées. Puis je connais un investisseur qui a dit non à Dropbox. Ah oui, ça, c'est le faux mot qui embarque. Mais moi, une règle du pouce, là, à date, plus les idées sont proches de mon cercle d'amis et de famille, moins bonnes elles sont. Avec qui tu tiens, Caroline? Je les aime, là, puis on a beaucoup de bon temps ensemble. Mais au niveau idées, c'est pas ma pépinière. C'est pas les meilleurs, mais souvent, sont les plus nombreuses quand même. Ouais. Tu me reviendras, là. Jean-Daniel, Noah, Étienne, merci énormément pour ce moment passé ensemble. Merci, Pat. Et je pense que c'est une excellente idée et non pas une fausse bonne idée que d'inviter les gens à être de notre prochain podcast dans quelques semaines. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.